fréquence en hausse ces dernières années dans les pays développés, mais surtout dans nos pays, curieusement. En fait, il doit y avoir une explication. En fait, c'est sûrement la hausse du taux de césarienne dans nos pays. Deuxièmement, c'est l'intérêt de la question, c'est l'impact donc, sur le pronostic obstétrical. Et donc, c'est donc un élément très important et une des principales causes de morbidité du péripartum. Petit point, mais je ne vais pas le dire. En fait, dans les anciennes définitions, il y avait un amalgame entre les anomalies de position du placenta et il faut faire la part des choses avec les anomalies d'insertion du placenta. Comme définition, c'est les anomalies d'insertion placentaire surviennent lorsqu'il y a un défect de la membrane déciduale qui livre passage aux villosités choriales. Un petit schéma qui explique un peu ça, des villosités choriales qui devraient être en place et qui passent au-delà de la membrane déciduale pour être soit dans le myomètre, soit au-delà de la séreuse utérine. Important à savoir parce que ça a un impact sur donc, le pronostic. Entre accréta, pronostic donc moyennement grave, incréta et plus grave encore le percréta. Comme on l'a dit, sujet intéressant vu sa hausse, sa fréquence en hausse ces dernières années dans les pays développés et surtout dans nos pays. Deux facteurs importants de risque, c'est l'utérus cicatriciel et le placenta prévien. Alors, comme imagerie, en premier lieu, évidemment, c'est l'échographie. C'est l'examen de première intention. C'est un examen qui est intéressant de par sa disponibilité, de par son coût, de par son accessibilité. Il nécessite par contre un entraînement de l'opérateur, comme tout examen. Il permet donc de faire le diagnostic des anomalies de position du placenta pour voir justement de ce problème d'anomalie d'insertion. Il se fait par voie abdominale, suspubienne, avec une vessie seminale. Mais ces dernières années, beaucoup d'études sont réalisées pour prouver l'utilité et l'importance de la voie endovaginale, surtout pour faire le diagnostic de façon plus précoce. Et c'est ça ce qui est intéressant pour nous, gynécologues et obstétriciens. Il existe une étude donc récente qui permet de montrer l'utilité du diagnostic entre la 5e et la 7e semaine de grossesse, surtout chez les femmes qui ont déjà fait une césarienne au départ. Une autre étude encore plus récente essaye de prouver l'utilité de l'écho-doppler couplé au 3D, encore en cours. Ça, c'est un aspect normal de placenta. Avec un aspect normal de placenta, si, ne marche pas, si, comme ça, oui. Avec donc le liseré, rétroplacentaire bien visible, et une différence avec le cours du 3e trimestre, et surtout en fin de 3e trimestre où le placenta devient difficile à regarder, vu son aspect hétérogène, de par des calcifs et de par des lacunes, donc physiologiques. Les différents signes donc, à l'échographie, voilà, donc c'est en premier une perte du liseré clair rétroplacentaire. Alors c'est un signe qui est très sensible, mais peu spécifique parce qu'il peut exister au cours de grossesse normale. Voilà, il peut exister au cours de grossesse normale et il doit être associé à d'autres signes pour être pris en compte. Voici une image échographique qui montre ça. En second signe, amincissement biométrial. Ce signe également est défini par une épaisseur biométriale, mais il est peu reproductible, très dépendant de l'opérateur et doit être associé à d'autres signes pour
être être pris en considération. En troisième signe, interruption de la paroi vésicale. Ici, c'est une séreuse. Là, c'est la séreuse en blanc, en hyperéchogène normale. À ce niveau-là, c'est un peu flou. Il y a une perte de cette hyperéchogénicité normale. Donc, c'est une interruption de la paroi vésicale. C'est un signe qui est très en faveur du placenta percrétal. On zoome un peu. En quatrième position, en quatrième signe, c'est les lacunes placentaires qu'il faut différencier avec des lacunes physiologiques qui sont régulières, sans Doppler, qui sont sans Doppler, c'est-à-dire pas du tout vascularisées. Et ici, c'est des lacunes, c'est des espaces donc que je disais vasculaires qui commencent à être irréguliers, qui donnent un aspect mité, nombreuses, irrégulières, un aspect mité au placenta. Et au Doppler, ça s'allume, ça veut dire que c'est vasculaire. Et là, il faut prendre en considération leur nombre et intéressant, il est important à apprécier. Le grading, je n'y crois pas beaucoup, ça reste des choses subjectives en fonction de l'expertise du radiologue ou bien de l'échographiste gynécologue. En cinquième signe, hypervascularisation vésico-utéro-vésicale ou vésico-utérine avec des vaisseaux ponts. On voit là que ça s'allume beaucoup entre la vessie ici et le placenta là. Ici sur le deuxième schéma, on a une hypervascularisation uniplacentaire, là où c'est très bleu, et avec des vaisseaux, vous voyez ici, perpendiculaires à cette interface. Et quand ça devient perpendiculaire comme ça, c'est pas bon, c'est péjoratif. Voilà, une image zoomée, la même en zoomé pour mieux voir. Alors, globalement, les performances globales de l'échographie, elles ont bénéficié de nombreuses études, avec une sensibilité en théorie de 90%, une spécificité de 96%, encore rehaussée par le Doppler couleur. Par contre, ça c'est un peu différent par rapport à la présentation de mon collègue qui est clairement. Doppler est très 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 important, il permet beaucoup d'avancer. La performance de l'écho, elle dépend du nombre et des critères et de leur combinaison. Généralement, un seul critère ne suffit pas. Il faut que ça soit combiné, il faut que plusieurs points soient combinés. Je reviens. Voilà, néanmoins, il n'a pas été prouvé sur les études que l'échographie permet de préciser le degré d'invasion. Ça, c'est important, parce que ça influe directement sur le pronostic. Quelle est force très opératoire dépendante, comme tous les examens, et quelle est limitée pour les placentas postérieurs. Ça, c'est des petites remarques pour arriver à la suite, c'est-à-dire à l'apport de l'IRM dans les anomalies d'insertion. Donc l'IRM doit être idéalement réalisée entre 28 et 32 semaines. Si elle est réalisée avant 28 semaines, ça sera l'étude sera vraiment insuffisante. Si elle est réalisée au-delà de 32 semaines, elle sera très difficilement interprétable à cause de l'aspect hétérogène du placenta, même en IRM. Techniquement, une IRM à 3,5 suffit. La patiente est en décubitude dorsale ou latérale. Elle est en vessie semi-donc pour l'échographie. L'examen est relativement court, donc là, c'est très supportable pour la patiente. Séquence primordiale, c'est les séquences T2. Petite différence entre les séquences T2, il y en a une qui est en FSE normale, sans suppression de graisse. L'autre qui peut faire fonction d'injection parce qu'elle va différencier les vaisseaux qui sont les lacunes qui sont avasculaires et les vaisseaux. Et nous permettre d'éviter l'injection. Donc en second temps, on peut utiliser une séquence centrée, zoomée, sur la zone altérée. Et en fait, la diffusion qui peut être discutée. Alors, un aspect normal donc, du placenta je continue. J'ai essayé de faire vite, c'est pas possible de... Alors, les signes rapidement, juste... En fait, il vous reste rien comme temps. Vous avez utilisé vos 10 minutes. Et alors, si vous pouvez conclure, est-ce que je peux avoir la même faveur que mon collègue d'avant? Une minute pour conclure. Ok.
l'IRM. Je voulais passer un message. 10 minutes, je trouve que c'est un tout petit peu insuffisant. Donc voilà, il y a des signes en IRM comme l'échographie, les bandes vertes, beaucoup de belles images en IRM. Et donc voilà des lacunes, des bandes sombres, voici une bande sombre, voici une deuxième bande sombre. Voilà, ça c'est une image de notre centre, c'est une image réelle de notre centre, je trouve qu'elle est aussi jolie. Ça c'est une bande oculaire, ça aussi. Ensuite, deuxième signe, le bombement placentaire. Il peut être tout à fait petit, tout à fait focal, il peut être plus important, comme là, ici aussi. En troisième signe, encore un peu plus long. Ah oui, là c'est un cas où il y a eu une protrusion, très intéressant, vous regardez bien, il y a eu une protrusion du placenta entourant à travers l'orifice cervical. Ça c'est une image réelle, c'est pas tiré de la théorie. J'ai fait beaucoup d'efforts pour faire cette présentation, donc j'aimerais continuer, si vous voulez. Et vous n'allez pas pleurer. Alors, vous continuez, il n'y a pas de souci. Comment? Vous pouvez continuer, vous avez encore une minute, rapidement, s'il vous plaît. Parce que j'ai vraiment fait beaucoup d'efforts pour faire cette présentation. Donc voilà. En troisième lieu, c'est l'amincissement biométrial. C'est l'amincissement biométrial. Ça, c'est un signe qui est difficile, qui est très opératoire dépendant, très difficile au troisième trimestre. On va peut-être passer. Là, j'ai mis une image du centre, mais je n'ai pas de retour. Donc, j'ai décrit comme un investissement, mais je ne sais pas trop si c'est vrai ou pas. C'est pour ça que je voulais passer un message à nos amis gynécologues. En troisième lieu, c'est une vascularisation anormale du lit placentaire. Ça, c'est par contre très intéressant en IRM, parce que c'est des vaisseaux qui sont perpendiculaires. Ils sont perpendiculaires. Voilà, c'est des vaisseaux perpendiculaires, ici, là, un petit vaisseau ici. Et voilà, il y a une séquence qui permet de... Alors, ils sont noirs en T2 sur la première séquence, ils sont blancs ici, et ça permet de nous affranchir de l'injection et de dire que c'est un vaisseau circulant comme celui-là, comme ce vaisseau-là, il est circulant, il est blanc, celui-là, il est blanc, donc c'est un vaisseau, donc ça permet de s'affranchir de l'injection. Voilà, ça c'est la même image en sagittal, un autre cas de vascularisation aberrante, voilà, ici. Cinquièmement, une extension placentaire extra-utérine, comme une espèce de rupture de la séreuse, et puis un cotylédon qui sort complètement. Voilà, ça c'est une image du centre, c'est une image du centre réel, avec, regardez là, et il n'y a plus de séreuse, il y a le placenta qui bombe, qui envahit la vessie. La patiente a été hystérectomisée, donc on n'a pas eu tort de parler d'un placenta percreta. Encore une image. Là par contre, je ne suis pas sûre, je l'ai mis, mais je n'ai pas eu de retour. Alors, les performances globales de l'IRM, alors, sensibilité et spécificité en théorie supérieure à 90, mais ça reste très dépendant du degré d'expertise du radiologue. Comme pour l'échographie, il faut toujours une expérience. La conclusion, donc le diagnostic radiologique des anomalies de l'ascension placentaire reste difficile, il nécessite une équipe entraînée. L'échographie est l'examen de premier choix, de première intention. L'IRM peut compléter l'échographie et doit la compléter dans certaines situations, comme pour le placenta postérieur et l'invasion extra-utérine, vésicale et paramétriale.